is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, humain awesome? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine en mode solo aujourd'hui sur un sujet qui est bien à la mode, qui est bien populaire, malgré que ça fait bien longtemps qu'on jeûne dans la vie, mais c'est effectivement une tendance qui est redevenue populaire depuis les années à peu près 2010. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'expériences personnelles qui sont partagées sur les internets, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, l'intention derrière cette conversation awesome-là, c'est de vous parler de mon expérience personnelle avec le jeûne, d'amener, comme d'habitude, une simplification, une vulgarisation sur le sujet, de vous donner les informations que j'ai apprises de différentes sources que je vais vous citer certainement, et surtout de vous rappeler que moi, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis certainement pas là pour vous dire que vous devez tous jeûner de la même façon après l'écoute de ce podcast. Non, je veux amener de la nuance, je veux amener des connaissances, je veux amener de l'information et toujours une petite touche de bon sens dans tous les épisodes que je fais, incluant celui-là aujourd'hui. Donc, bien sûr, disclaimer qu'on est obligé de faire de plus en plus en plus. Consulte ton professionnel de la santé avant de faire n'importe quel changement dans tes habitudes de vie, incluant dans ta nutrition. Surtout si tu as déjà des problématiques de santé, surtout si tu prends des médicaments, ça va de soi. Donc, encore une fois, l'épisode d'aujourd'hui se veut à titre informatif, partage de mes connaissances personnelles avec mes propres recherches et partage de mon expérience personnelle aussi avec ce fameux sujet qu'est le jeûne intermittent ou le jeûne prolongé, puis on va voir c'est quoi les différences. Donc, je vais déjà commencer par vous donner 3 ressources que moi, j'ai beaucoup étudiées dans les dernières semaines. C'est 3 livres, 3 personnes qui ont plus que juste un livre chaque. Là. Ils ont aussi du contenu varié sur Internet, sur leur plateforme de réseaux sociaux. Jason, entre autres, il y a plusieurs livres. Mais la première personne, si le concept, l'aspect, les informations sur le jeûne, ça t'intéresse, puis tu vas aller plus en profondeur, Jason Fung, F-U-N-G, qui est canadien, en fait, qui est médecin, qui a écrit plusieurs livres incluant The Complete Guide to Fasting. Je sais qu'il est traduit en français, je sais pas c'est quoi le titre exact en français, mais si tu marques Jason Fung, jeûne, ça va ressortir assez rapidement. Ensuite, il y a The Essential Guide to Intermittent Fasting for Women, et ça, c'est par Megan Ramos, je crois. Oui, R-A-M-O-S. Donc, elle aussi, elle a écrit un livre. Je pense qu'elle en écrit juste un, mais bref. Et elle rajoute l'aspect un peu plus spécifique pour les femmes. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis, la troisième personne que je veux vraiment vous recommander, que j'en ai déjà parlé sur le podcast, Dr. Mindy Pelz, P-E-L-Z. Elle a un livre qui s'appelle Fast Like a Girl. Elle a aussi un channel sur YouTube qui est rempli de capsules vidéo et d'informations vraiment pertinentes. Et elle va encore plus loin dans le jeûne pour les femmes. Elle parle vraiment du jeûne pendant le cycle menstruel. Donc, c'est super pertinent de savoir, OK, on fait quoi quand? Et bien sûr, encore une fois, même eux, dans leurs livres super intéressants, avec plein d'études qui sont citées, plein de recherches scientifiques, plein d'études de cas, mais il faut toujours avoir une approche qui est individuelle selon nous, notre profil, etc. Puis ça aussi, je vais vous donner des petits points à considérer, autant dans le vert que dans le rouge, si jamais vous voulez intégrer le jeûne dans votre vie.
Donc ça, c'est vraiment 3 ressources que je trouve, 3 personnes super pertinentes là, sur le sujet. Il y en a plein d'autres, mais il y a beaucoup de ce que j'ai préparé aujourd'hui pour le podcast qui se base sur, entre autres, leurs livres et leurs recherches. Et c'est 3 personnes dans le domaine, justement, de santé médicale, etc. Donc, c'est quand même pas mal legit. Alors, c'est quoi le jeûne? Hein? La définition générale du jeûne, c'est une période qui est volontaire sans ingestion de nourriture calorique. Le mot volontaire, c'est important parce que c'est pas comme, par exemple, une famine. Tu sais, des fois, on va dire comme « Oh my God, you're starving yourself hein, », tu te mets en famine. Bien, comme une famine, c'est involontaire. Alors que le jeûne, c'est une période qui est volontaire où est-ce que tu ne vas pas ingérer de nourriture. Il y a différents types de jeûnes. Dans certains jeûnes, ben, on va prendre de l'eau, on peut prendre des tisanes qui sont pas sucrées, on peut prendre, par exemple, du café noir. Moi, j'ai fait un jeûne, c'était plutôt une cure de jus. Donc, on va reparler, encore une fois, des petits détails entre les différentes appellations. Mais, effectivement, ben, tu manges pas de nourriture calorique. Il y a le jeûne intermittent qui est celui qu'on entend le plus parler, encore une fois, qui est revenu vraiment à la mode. Souvent, les gens vont faire un 16-8. Donc, ils vont jeûner pendant 16 heures et après ça, ils vont avoir une fenêtre où est-ce qu'ils vont manger tout leur repas pendant 8 heures. Souvent, on va voir ça à midi. Hein? De midi à 8, les gens vont manger. Puis après ça, de 8 à midi, ben, les gens vont jeûner. C'est pas exactement le bon terme à utiliser parce qu'on va voir qu'un jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est, par exemple, tu vas jeûner 24 heures, puis après ça, tu vas manger pendant 36 heures et tu vas faire une intermittence entre tes périodes de jeûne un petit peu plus longues et les périodes que tu manges. Ce concept-là de 14-10 ou 16-8 ou même 18-6 dans laquelle tu as une fenêtre dans ta journée pendant 2 heures spécifiques que tu manges, donc encore une fois de midi à 8, de midi à 6, etc., bien ça c'est plus vraiment comme un time restricted period, ou genre une période de temps restreinte dans laquelle tu vas manger. Il y a aussi le OMAD, hein, One Meal a Day, O-M-A-D, qui est comme plutôt un genre de 24. Fait que pendant 20 heures, tu jeûnes, puis après ça, tu as 4 heures pour manger ton seul repas de la journée. Ça a été popularisé, entre autres, par Dr. Jason Fung, là, que je vous ai parlé, parce que lui, beaucoup ses études, puis pourquoi il utilise énormément le jeûne, c'est pour contrer l'insuline chronique élevée, donc renverser le diabète de type 2. J'ai fait quelques épisodes dans les dernières semaines sur justement le sucre, des façons de manger qui viennent aider à stabiliser le taux d'insuline, le taux de sucre sanguin. Donc, on est encore dans ces conversations-là comme bénéfice principal de jeûner. Par contre, tu vois, dans le livre de Megan Ramos, elle, ce qu'elle parle, c'est que le OMAD, One Meal a Day, c'est pas un jeûne intermittent parce que tu fais toujours la même chose. À tous les jours, tu jeûnes pendant 20 heures, puis après ça, tu manges un seul repas. Et le corps va toujours s'habituer, le métabolisme va toujours s'adapter à quelque chose qu'on répète souvent. Et ça, c'est pas génial, surtout chez les femmes. Donc, c'est important de varier nos façons de manger, de jeûner, pour pas amener le corps dans un état de stress chronique et aussi, dans ce cas-ci, pour s'assurer que le corps va pas juste s'adapter à ce one meal a day-là. Et souvent, quand on s'adapte, bien, le corps ralentit. Tout est comme plus slow, plus calme. Et c'est là que ça peut amener des complications au niveau hormonal, par exemple, au niveau de la glande thyroïde, au niveau du métabolisme, au niveau des hormones, par exemple, d'estrogène, de progestérone, testostérone, etc. Et ça peut renverser les effets positifs et au contraire avoir des effets négatifs. Donc ça, c'est une petite parenthèse sur le OMAD, One Meal a Day, qui ça aussi est rendu quand même assez connu, populaire. Ensuite, il y a le jeûne qui est prolongé, extended fasting. Donc ça, c'est des jeûnes qu'on va dire de 24 heures et plus. Et même, il y en a qui vont dire non, c'est vraiment à partir de 36 heures ou à partir de 3 jours. Mais bon, je pense que pour le cadre de la conversation d'aujourd'hui, on comprend la différence. Un jeûne plus intermittent, ça va être un peu plus court. Et un jeûne prolongé, bien là, on est minimum 24 heures sans manger. Et ça, c'est souvent utilisé pour déclencher un processus qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est le processus qui se passe quand ton corps, il n'y a plus de réserve à manger parce que tu n'y as pas donné de nourriture pendant un certain temps. Et donc, il va aller commencer son processus de réparation, de régulation de l'insuline encore plus profonde. Et l'autophagie va aider à, entre autres, par exemple, aller chercher toutes les cellules qui sont mortes, tous les déchets, tous les débris, toutes les toxines. Et non seulement les éliminer, mais transformer ça puis rendre ça encore plus optimal. Donc, c'est comme vraiment un processus d'auto-guérison qui se passe. Et c'est pour ça qu'on appelle, en fait, on dit que le jeûne peut avoir des effets thérapeutiques. Ça peut servir de thérapie. Ça peut être une modalité parmi plein d'autres, hein, mais pour aider les gens qui ont des maladies, pour renverser des problèmes de santé, surtout au niveau métabolique.
Donc, je parle entre autres du diabète de type 2, là, trop haut insuline, prédiabète, etc., résistance à l'insuline. C'est sûr que ça peut beaucoup aider de cette façon-là. Et il y a aussi les jeûnes secs. Donc, dry fasting, où est-ce que tu manges aucun aliment et aucun liquide même, donc même pas d'eau. Souvent, c'est peut-être pratiqué de façon plus courte, hein, dans une durée un petit peu plus courte. C'est un petit peu plus extrême. Il y a une régénération cellulaire qui est rapide, bien sûr. Le corps finit par créer un peu sa propre eau. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Puis je suis pas assez calée là-dedans pour vous l'expliquer, là. Mais ça aussi, des fois, on fait comme, mon Dieu, il faut absolument boire de l'eau si on va mourir. Bien, le corps finit toujours par s'arranger. Par contre, bien sûr, il y a plein de contre-indications à faire ça. Tu commences pas avec un jeûne sec dès demain de 24 heures, là. Mais sachez que ça existe. Fait que pourquoi on voudrait jeûner? C'est quoi les bénéfices qui sont vraiment validés par la recherche? Donc oui, il y a peut-être plein de gens là, qui partagent sur les réseaux sociaux qui est comme « Ah, moi, j'ai commencé à jeûner puis j'ai perdu du poids. Moi, j'ai commencé à jeûner puis j'ai une meilleure sensibilité à l'insuline, etc. » Donc, je dis pas qu'ils n'ont pas raison, mais parfois, une étude de cas ou une expérience personnelle ne veut pas dire que pour la majorité des gens ou, encore une fois, prouvé, scientifiquement validé par la recherche, c'est aligné. Donc, qu'est-ce qui est vraiment validé par la recherche jusqu'à aujourd'hui, en date d'aujourd'hui? Effectivement, il y a vraiment une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Donc, pour résumer, là, quand on mange des aliments, la nourriture, c'est de la chimie, hein? Donc, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous pour venir déplacer, digérer, assimiler, absorber les aliments qu'on mange. Une chose qui se passe quand on mange de la nourriture, même quand on boit certaines boissons, c'est que notre taux d'insuline va monter. Pourquoi? Parce qu'on a du glucose qui se promène dans le sang et là, le pancréas va faire comme « OK, insuline, on a besoin de toi, donc va chercher le glucose et envoie-le où est-ce qu'il est supposé aller. » Et principalement, ça va aller dans les muscles sous forme de glycogène et dans le foie comme énergie qui est rapidement accessible. Fait que quand le corps a besoin d'énergie, il va aller chercher dans ces réserves-là de glucose, de glycogène, et il va brûler ces réserves-là. Et seulement quand toutes ces réserves-là facilement accessibles sont brûlées, là, il va aller chercher dans les réserves de gras, ce qui nous permet, entre autres, de perdre du gras. Ce qui arrive, c'est qu'on est dans une société, dans un mode de vie qu'on mange beaucoup trop souvent et qu'on mange beaucoup trop d'aliments qui vont vers une grosse élévation de notre insuline. On pense entre autres aux carbs, aux glucides. Les protéines aussi, les gras presque pas. Un petit effet des protéines sur l'insuline, encore plus petit effet, les gras, mais les glucides, de façon générale, sont pas tous dans le même bateau. Je veux dire, une poignée de bleuets versus une Kit Kat. Les deux, c'est du sucre, les deux, c'est des glucides rapides, mais ils vont pas avoir autant un gros effet sur l'insuline. Par contre, règle générale, le macronutriment qui amène un plus grand pic d'insuline, un pic de sucre, donc plus d'insuline qui est sécrétée, c'est vraiment les glucides. Et si on en a toujours en circulation, puis que le corps peut pas fournir, puis qu'il y a tellement d'insuline qui est là à essayer de contrôler la grosse charge de glucose, non seulement tes réserves débordent, mais ces réserves-là vont se transformer en gras, donc en triglycérides, entre autres, dans tes cellules adipeuses. Ça, c'est genre tes bourrelets, là, en bon québécois. Et encore une fois, tu vas devenir résistante à l'insuline. Nous, on veut être sensible à l'insuline. On veut que quand il y a de l'insuline dans le sang, on soit sensible, on soit capable de l'utiliser, qu'elle fasse sa job, qu'elle serve à quelque chose. Quand on devient résistant à l'insuline, il y a tout ce processus-là qui ne se fait plus. Et ça, c'est un précurseur prédiabétique, diabète de type 2 et tout ce que ça implique. Donc, bref, pour revenir aux bénéfices de jeûner, l'amélioration de la sensibilité de l'insuline, c'est sûr que ça aide énormément parce que comme tu ne manges pas, ton insuline n'a pas besoin d'être là en grosse quantité. Tu n'as pas de glucose, tu n'as pas de nourriture qui s'en vient dans ton corps. Donc, le corps peut accéder à ces réserves de graisse-là. Il y a vraiment une grosse réduction à l'insuline. Encore une fois, le Jason Fung, le docteur que je vous parle depuis le début, lui, il traite littéralement puis il renverse le diabète de type 2 avec des protocoles de jeûne. Fait que c'est super intéressant. Deuxième bénéfice, perte de poids, ou je devrais dire perte de gras plutôt, parce que durant le jeûne, premièrement, ce que je viens de vous expliquer, on descend nos réserves de glucose, de glucides, surtout quand c'est un jeûne un petit peu plus long, donc 24 heures et plus. Et donc, le corps tombe en lipolyse. Ça, c'est un mot qui veut dire qu'on va brûler du gras. Fait que ton gras devient ton carburant principal d'énergie au lieu d'utiliser toujours le sucre puis le glucose.
Le jeûne intermittent peut aussi aider à améliorer le métabolisme. Donc, contrairement à des diètes crève-faim, là, que tu manges 800 calories, puis que tu prends juste des shakes de protéines, puis que calories in, calories out, etc., puis en plus, tu t'entraînes plus, bref, ça vient ralentir souvent, ou même, plutôt, on devrait dire, ça vient adapter, ton métabolisme s'adapte avec ce genre de régime restrictif-là. Le jeûne intermittent, encore une fois, le mot intermittent, il est important parce qu'on fait quelque chose qui est intermittent, donc qui n'est pas la même chose à tous les jours. Bien, c'est prouvé, en fait, que ça va, au contraire, améliorer ton métabolisme. Donc, quand tu améliores ton métabolisme, vulgarisé de façon très, très, très simple, j'en conviens. Mettons que tu es couché tout le long de ta journée puis tu fous rien, tu brûles quand même des calories. Il y a quand même du travail qui est fait pour te garder en vie. Ça, on peut dire, encore une fois, de façon très vulgarisée, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est ton métabolisme. Donc, tu augmentes les calories que tu brûles à l'effort parce que ton métabolisme y est boosté grâce au jeûne intermittent. L'autre bénéfice, c'est, j'en ai déjà parlé, ça t'amène dans une autophagie qui est vraiment comme, comment je pourrais appeler ça, genre un genre de nettoyage. Tu nettoies tes cellules. Fait que tu recycles qu'est-ce qui a été endommagé. Fait que, mettons, tu as des protéines dans tes cellules qui sont endommagées, tu les recycles, tu les nettoies pour que tes cellules soient on va dire, en meilleure santé. Ça dépend des gens, mais ça commence plutôt avec des jeûnes un petit peu plus longs. Fait que, tu sais, entre 1 journée à 3 jours, là, il y en a que ça va kick in un petit peu plus tard, il y en a que ça va kick in un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment un super beau mécanisme pour t'aider à être un peu comme en anti-vieillissement, là, genre on parle beaucoup de longévité aussi, là, c'est sur les réseaux sociaux, ou c'est peut-être juste mon algorithme qui me montre plein d'affaires sur la nutrition, la santé, là. Mais bref, tout ce qui est longévité, puis ralentir le processus de vieillissement, puis l'anti-âge, hein, l'autophagie, c'est un excellent processus pour ça. Et la prévention de maladies aussi, des maladies neurodégénératives, entre autres. Une autre façon de tomber en autophagie, c'est de faire de l'activité physique intense. Donc, encore une fois, si tu veux jeûner, cool, là, mais si tu veux aller chercher une autophagie sans jeûner, faire l'activité physique intense, c'est aussi une bonne façon. Un autre bénéfice de jeûner, c'est que ça va réduire ton inflammation. Fait que moins tu manges, moins tu as de stress digestif. Même si tu manges des aliments le plus près de la nature possible, que 80-90% du temps, tu manges sainement, des aliments qui n'ont pas beaucoup d'ingrédients, qui justement, c'est pas des aliments inflammatoires, bien c'est sûr qu'on a quand même des choses dans notre alimentation qui sont pas 100% parfaites tout le temps. Donc, si tu n'en manges pas, tu as moins de stress digestif, donc ça peut réduire ton inflammation. Il y a des marqueurs qui sont même calculés dans certaines études qui vont démontrer après des jeûnes, par exemple, de 1 journée à 3 jours, qu'il y a certaines protéines comme la CRP, la C-reactive protein, qui va littéralement diminuer. Ça, c'est qui est une protéine qui peut indiquer qu'il y a de l'inflammation. Ensuite, le jeûne va stimuler ce qu'on appelle le BDNF. Donc, c'est vraiment au niveau de la santé cérébrale. Fait que toute notre plasticité neuronale, d'arriver à créer des nouvelles connexions neurales au niveau du cerveau, ça peut être bonifié. Tout ce qui est Alzheimer's, Parkinson, démence, donc les problèmes plus, encore une fois, au niveau cognitif, neurodégénératif, santé cérébrale, etc., ça peut effectivement être aidé grâce au jeûne. Puis moi, je l'ai vécu, là, puis peut-être que vous l'avez déjà vécu, ça a vécu des jeûnes un petit peu plus longs. La clarté mentale que tu as, là, le sharpness mental, souvent, là, après comme 16, 18, 24 heures de jeûne, c'est comme tu es super focus, tu es super concentré. Fait que c'est quelque chose qu'à très court terme, même, tu peux ressentir comme bénéfice. Et finalement, le dernier bénéfice, j'en ai déjà mentionné un petit peu quand je parlais de l'autophagie, c'est vraiment l'effet sur la longévité. Donc, en fait, entre autres, certaines études, animales, vous allez me dire, là, mais quand même, des études de cas aussi sur des humains, que, dans le fond, les rats à jeûne ou même les humains qui sont dans des protocoles de jeûne, il y a certains facteurs qui mesurent la longévité, qui va démontrer littéralement que tu as un ralentissement au niveau du vieillissement cellulaire grâce au jeûne. Fait que c'est quand même des bénéfices qui sont pas mal awesome. Ceci étant dit, pourquoi tout ça arrive? T'sais, qu'est-ce qui se passe dans le corps pendant qu'on jeûne? C'est sûr qu'après à peu près 12 heures, puis là, je vais vous donner les chiffres, là, mais encore une fois, il y a quand même une variabilité d'une personne à l'autre. Puis même d'un livre à l'autre ou d'une recherche à l'autre, ou quand je suis allée au centre où est-ce que j'ai fait ma cure de jus, que je vais vous parler après, il y avait des schémas, puis des livres, puis des posters sur les murs, là, tu sais, puis... Fait que c'est à peu près les chiffres, là, mais ça peut avoir une variation individuelle.
Fait que, mettons, à peu près, je vais dire 12-16 heures, il y a un moment où est-ce que, bon, le taux d'insuline va baisser. Ton foie, il va commencer à produire des cétones. On entend beaucoup ça avec la diète cétogène. Une raison pourquoi on veut pas manger de carbs avec le régime keto ou céto en français, là. On dit souvent keto. C'est parce que, justement, si on donne pas de sucre, pas de carbs, ben il y aura pas d'insuline qui va être sécrétée, il y aura pas de glucose qui va rentrer dans le sang. Donc, le corps, au lieu de brûler du sucre, ben il va brûler du gras. Donc, c'est sûr que si tu manges pas, point, ben ça va aussi amener le foie, le corps, à commencer à produire des cétones, des ketones, que vous avez peut-être vu dans plein de compagnies MLM qui vous vendent un produit supplément de kétones, puis ils vous disent continuez à manger ce que vous voulez, puis vous allez prendre ça, puis ça va booster votre énergie. Bon, c'est plus complexe que ça, là. Ça, c'est beaucoup du marketing, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, le niveau de sucre dans ton sang se stabilise et c'est ce qui se passe à peu près après 12 à 16 heures. Ensuite, quelques heures après, donc mettons de 16 à 24 heures, c'est qu'au niveau de ta réserve de sucre dans le foie, tu sais, je vous ai dit, là, on mange entre autres des carbs, ça se transforme en glucose, en glycogène, ça s'en va dans les muscles, ça s'en va dans le foie comme réserve rapide. Ben là, OK, le taux d'insuline, il baisse, le foie il commence à produire des cétones, on utilise nos réserves parce qu'on vit quand même, là, on a quand même des calories à brûler, sauf qu'on mange pas. On va chercher nos réserves d'énergie rapide. Donc, après 16 à 24 heures à peu près, ben là, ton glycogène hépatique, donc qui est dans ton foie, ben lui, il commence à être presque vide. Fait que là, nos fameuses tasses là, de réserve d'énergie sont vides et là, le corps passe en burning fat mode. Donc, il va vraiment utiliser le gras pour se nourrir, pour alimenter son cerveau, pour alimenter ses muscles. Et il y a comme 2 genres de personnes dans la vie. Il y a des gens qui vivent et qui brûlent sur le sucre et des gens qui vivent et qui brûlent sur le gras. En fait, il y a 3 genres de personnes. Et la 3e catégorie, c'est ce qu'on devrait... Ça devrait être notre objectif commun, là, c'est d'avoir une espèce de flexibilité métabolique, dans le sens que tu devrais être capable de switcher d'un à l'autre assez rapidement. Tu devrais être capable de brûler du sucre, des carbs, du glucose quand tu en manges, et tout de suite switcher à brûler du gras, vu que tu ne manges pas trop de glucides et que tu t'es pratiqué, tu as cette flexibilité-là, métabolique, de pouvoir être en burning fat mode. Okay? Très difficile à faire si on mange toujours sucré, de l'amidon, des glucides et qu'on n'a pas une alimentation qui est surtout riche en bonnes protéines, en fibres, en aliments entiers et en bons gras, bien sûr. Puis, encore une fois, je fais beaucoup de parenthèses, là, mais parenthèse pour savoir si moi, je brûle-tu du gras dans la vie ou je brûle du sucre? Je pense que 93%, je dis un chiffre de même, là, mais la grande majorité des gens, on est plus sur un sugar burning mode. Là. Si tu bailles après tes repas puis tu as un coup de fatigue, si tu es quelqu'un qui snack beaucoup, donc qui prend beaucoup de collations dans sa journée, si tu deviens hangry quand tu manges pas parce qu'il faut que tu manges là. Si, par exemple, je sais pas moi... entre tes repas, justement, tu te mets à comme pas filer, soit mentalement ou physiquement, parce que là, il faut que tu manges. Mais ça, c'est tous des signes très clairs que tu es plus en mode sugar burning mode. Alors que d'être en fat burning mode ou d'être dans une flexibilité qui est métabolique, tu peux survivre dans ces situations-là. Tu serais capable de pas manger pendant 12 heures sans gros choc mental ou physique, sans shaker, sans avoir ton taux de sucre sanguin qui crash, puis là, tu as un down de fatigue, puis tu bailles. Et moi, j'étais certainement comme ça avant. Moi, je me levais, puis il fallait que je déjeune. Tout de suite, même si je m'en allais à l'aéroport super tôt, que j'avais une pratique ou un entraînement super tôt, genre, je paniquais quasiment parce que j'avais peur d'avoir faim. Puis dès que j'avais faim, mais j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde », tu sais. Puis après ça, de manger 5-6 fois par jour, ça aussi, hein, c'est comme une mode. Puis même moi, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai conseillé aussi. Puis il y a une place là dans la vie pour manger plusieurs fois par jour, mais je pense que la majorité d'entre nous, on gagnerait à manger nos 3 repas par jour, des repas complets, des repas équilibrés, des repas avec des aliments entiers, etc., pour pas tomber dans ce mode-là que je snack tout le temps, puis je collationne tout le temps, puis mon taux d'insuline, il monte, il descend, puis il descend, puis je suis toujours dans le sucre burning mode et pas dans le gras, tu sais. Donc, voilà ce qui se passe après, comme je disais, à peu près 18 à 24 heures. Tu tombes en mode « je vais brûler du gras parce que là, j'en ai plus de réserve de sucre puis de glucose ». Ensuite, à partir de 24 heures et plus, c'est là que ton autophagie est activée. Donc, ça amène encore une fois une bonne régénération de tes cellules. Tu déclenches ce processus-là d'auto-clean-up, d'auto-nettoyage. Ça réduit ton inflammation, etc. Et c'est souvent après ce funk-là, peut-être la 2e journée, que là, c'est un petit peu plus difficile, les gens peuvent avoir des symptômes. C'est quand le corps fait son switch.
Fait qu'il y a comme un espèce de moment de transition de délai entre, OK, je suis dans le sugar burning mode, puis là, après ça, je m'en vais dans le fat burning mode. Je suis plus en train de me fier à mes réserves. Je dois aller chercher dans d'autres réserves plus de gras, commencer mon autophagie, mon nettoyage, faire sortir les débris, les déchets, les toxines, etc., transformer ça, utiliser ça en énergie. Fait que c'est souvent là que c'est plus difficile, le jeûne, entre, mettons, la 16e heure et, mettons, la 2e journée et demie, parce qu'il y a tout ça qui se passe. Mais quand tu as passé de l'autre côté, souvent, les gens, ils vont péter le feu, là. Puis c'est là que de faire un jeûne de 7 jours, 10 jours et même 2 semaines, finalement, c'est pas si difficile que ça, une fois que tu as toffé cette espèce de transition-là, tu sais. Parce qu'après 36 heures, ton insuline est super basse. Tu as ton hormone de croissance aussi qui commence à augmenter vraiment beaucoup. Ton corps est en mode réparation profonde. Donc, tu peux continuer à avoir des symptômes d'élimination de déchets, de toxines qui, avec du support, bien, se tolèrent relativement bien. Encore une fois, ça dépend bien sûr de ton état de santé, si tu prends des médicaments, etc., tu sais. Et après 2-3 jours, bien, c'est là que tu as vraiment ton autophagie qui est maximale. C'est comme si tu faisais un reset sur ton système immunitaire. Il y a même des études qui montrent qu'après 3 jours, tu peux rebooter tes globules blancs. Donc, pour ton système immunitaire, c'est vraiment génial. Et c'est là que l'aspect thérapeutique est super, super efficace. Donc ça, c'est ce qui se passe de façon un peu chronologique. Encore une fois, prenez pas les chiffres pour acquis précis exactement. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais c'est là, encore une fois, l'aspect très pertinente pour renverser certaines maladies, certaines conditions métaboliques, certains symptômes, que justement le jeûne peut être une modalité parmi d'autres, hein, bien sûr, qui est assez efficace et, encore une fois, pertinente. Donc, au niveau des contre-indications, donc, pour qui ça serait pas à faire le jeûne? Encore une fois, pas parce que je te parle de ça aujourd'hui que tu vas aller jeûner demain, là. Fais tes recherches, parle avec tes professionnels de la santé. C'est pas parce que Claudia a fait une conversation ensemble sur le jeûne puis qu'elle a eu une bonne expérience avec, puis elle nous a partagé des ressources puis des bénéfices qu'on devrait tous le faire. Je ne suis pas responsable de vos essais de jeûne intermittent ou de jeûne prolongé. Ce que j'ai à dire, par contre, c'est qu'il y a effectivement quand même des contre-indications très précises que même si le jeûne, c'est quelque chose qui est super naturel, qui est même ancestral, là, je veux dire, ça jeûne depuis vraiment longtemps, c'est pas pour tout le monde, tu sais. Puis il y a des cas où même c'est déconseillé, puis même dangereux. Puis je vous dirais même de faire ça sous supervision, surtout pour commencer. C'est peut-être pas un genre de 14-10 là, ou 16-8, mais mettons un jeûne de 24 heures, tu sais, comme faites pas ça sans supervision, surtout vos premiers. Donc, c'est sûr que les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, on oublie ça, jeûner, on s'entend, là, vous avez des besoins nutritionnels qui sont accrus. Fait que le jeûne, ça peut littéralement nuire au développement du fœtus, à la qualité du lait que tu produis, à la quantité de lait que tu produis, à ta récupération à toi en tant que maman. Donc, évidemment, le jeûne, c'est pas pour les femmes enceintes ni les femmes qui allaitent. Les gens qui ont un IMC très, très bas, donc qui sont très maigres, qui ont peu ou pas de réserve de graisse, c'est sûr que le jeûne, c'est pas la solution. Souvent, ça va amener encore plus de fonte musculaire, encore plus de perte de gras, puis surtout s'ils en ont presque plus, tu sais. Pardon, ça peut amener un risque de carence alimentaire, des troubles au niveau de vos électrolytes aussi. Donc, bien sûr, des gens qui se font de l'anorexie ou qui sont très, très maigres, ben on veut les nourrir, hein? On veut pas les empêcher de manger, puis on veut pas les inciter à ne pas manger. Une autre contre-indication serait, j'ai parlé d'anorexie, tu sais, des gens qui ont des antécédents de troubles de l'alimentation, je mets un astérix. On va dire que c'est un drapeau jaune. Parce que bien sûr, qu'est-ce qui est anorexie, comme j'ai déjà dit au point précédent, là, on irait comme non, drapeau rouge. Par contre, des gens qui ont, j'aime utiliser le mot comme alimentation troublée ou justement un passé de, moi, dans mon cas, tu sais, j'avais vraiment un switch entre l'orthorexie puis l'hyperphagie. Encore une fois, je mets un astérisque, ça peut raviver certains comportements compulsifs ou restrictifs. Ça peut renforcer le contrôle qui peut devenir malsain sur la nourriture parce que là, tu deviens obsédé avec les heures que tu manges pas, etc. Donc, c'est quand même à ne pas négliger. Par contre, dans mon expérience personnelle, et j'ai jasé avec une autre médecin aussi et avec d'autres personnes, moi, ça m'a aidé à améliorer ma relation avec la nourriture, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt.
Donc, c'est un drapeau jaune, ça veut pas dire que tu as eu un passé de troubles alimentaires, que le jeûne, ça sera plus jamais pour toi, mais c'est quand même à considérer, puis à faire attention, puis à être juste très franche avec soi-même. Et même, je pense que c'est dans un des livres que j'ai lu, je pense celui de Megan, elle conseillait justement les gens qui ont eu des antécédents de troubles d'alimentation d'utiliser ça pour potentiellement aider la relation avec la nutrition, mais de se faire suivre en psychothérapie en même temps, ce que je trouvais vraiment génial comme conseil. Ensuite, contre-indiqué pour, bien sûr, les enfants et les adolescents sont en pleine croissance, donc on ne recommande pas de priver l'organisme et le corps de nutriments qui sont essentiels à leur développement. Et des gens qui seraient atteints de maladies chroniques graves. Donc, par exemple, diabète de type 1, il peut avoir une hypoglycémie qui est vraiment sévère. Là. C'est quand même assez dangereux. Des gens qui auraient une insuffisance rénale avancée, donc au niveau de leurs reins qui ne fonctionnent pas. C'est pas non plus, encore une fois, dans leur livre, là, ils vont vraiment en détail pourquoi c'est pas recommandé. Entre autres, il y a genre du sodium qui est moins éliminé au niveau de ton équilibre de minéraux. Tu sais, c'est sûr que ça change. C'est là que peut-être avoir un jeûne avec de l'eau, avec des électrolytes dedans, ça peut être pertinent pour toi. Ou par exemple avec du bouillon d'os de poulet, ce qu'on voit souvent aussi, ou du bouillon d'os point, tu sais, pour aller chercher des minéraux pendant un jeûne. Ça peut être une façon de tweaker. Mais là, on commence vraiment à rentrer dans du cas par cas, tu sais. Des gens qui ont des troubles hormonaux qui sont pas équilibrés, donc justement leurs glandes surrénales qui sont en over-entraînement, en burn-out, la thyroïde qui est vraiment non équilibrée, ben le jeûne au début, c'est peut-être pas la chose à faire. Par exemple, les gens qui sont en traitement de cancer, c'est à nuancer. Donc, j'ai vu des études de cas, des gens qui ont littéralement guéri leur cancer. Puis j'ai rencontré une femme, elle a littéralement guéri son cancer de l'utérus grâce au jeûne. C'est quand même assez incroyable, tu sais. Mais encore une fois, là, on est dans du cas par cas, sauf qu'on le met vraiment dans la liste des drapeaux rouges à faire attention. Et l'autre catégorie, c'est vraiment si vous avez, si vous prenez si vous prenez des médicaments. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de médicaments qu'il faut prendre avec de la nourriture. Donc, ça, c'est un premier point. Est-ce que tu peux quand même prendre ta médication régulière si tu ne manges pas? C'est peut-être un peu plus difficile. Il y a aussi le fait que le jeûne va modifier l'absorption et l'effet de ces médicaments-là. Et il y a aussi le fait que, par exemple, jeûner, ça fait baisser ta pression artérielle. Je l'ai vécu, moi, là. Fait que dans le fond, si tu prends des médicaments pour faire baisser ta pression parce que tu fais de la haute tension, puis là, dans ton jeûne, ta haute pression, elle diminue par elle-même, puis qu'en plus, tu continues ta médication, bien, on comprend rapidement que tu vas peut-être tomber en hypotension. Donc, ça se peut qu'il y ait justement un ajustement médical à faire si tu fais soit un jeûne prolongé ou des jeûnes intermittents de façon continue. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, des drapeaux rouges à considérer, puis des vraiment « hell no, vous faites pas de jeûne » ou vraiment « assurez-vous encore plus d'être accompagné pour le faire ». Je pense que c'est quand même la logique, là, puis du common sense, mais c'est super important à mentionner. Maintenant, des drapeaux rouges à surveiller pendant ton jeûne. Parce que honnêtement, là, tu peux avoir, bien sûr, des symptômes, surtout si tu fais un jeûne un petit peu plus long, puis tu es moins habitué, puis c'est un petit peu inconfortable au début. Mais il y a quand même des choses spécifiques que tu ne devrais pas ressentir. Même que souvent, surtout quand c'est comme un muscle, hein, le jeûne, fait que plus tu le fais, plus ça devient facile. Tu pètes le feu, là, comme c'est vraiment impressionnant, puis c'est vraiment fascinant de voir que, comme, my God, ça peut littéralement guérir plein d'affaires puis t'aider à aller vraiment mieux, tu sais. Donc, comme je disais, il y a quand même des symptômes, des signaux d'alerte que si tu ressens ça pendant ton jeûne, peu importe la durée du jeûne, mais il faut que tu arrêtes, va consulter, puis recommence à manger. Fait que si tu ressens des gros étourdissements là, persistants, puis genre, tu vas t'évanouir, ça se peut que tu sois déshydraté, ça se peut que tu fasses de l'hypoglycémie, ça se peut que tu tombes, ben genre, arrête, va consulter et recommence à manger. Si tu as une fatigue qui est extrême ou une confusion qui est mentale, donc, tu es vraiment tout perdu, tu es fatigué, mais une fatigue extrême parce que, encore une fois, je parle de mon expérience personnelle. Quand j'ai fait le jeûne de 3 jours, c'est comme, t'as pas d'énergie. Comment je pourrais dire ça? Tu te sens faible dans le sens que tu n'irais pas faire nécessairement un gros workout de force, mais tu as de l'énergie stable quand même. Fait que c'est vraiment weird à expliquer. Sauf que si tu ressens, encore une fois, une fatigue extrême, là, ou que puis mentalement, tu es super confus, bien, ça peut indiquer, entre autres, que tu as un gros déséquilibre au niveau électrolyte. Donc là, recommence à boire des électrolytes, à manger, etc. Si tu as des palpitations, des douleurs thoraciques, quand on jeûne, le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque, souvent, va augmenter.
La pression va diminuer, mais souvent, le rythme cardiaque va augmenter. Donc, ça se peut que tu sentes ton cœur battre un petit peu plus fort. Encore une fois, je ne parle pas d'un 16-8 ou d'un 10-14. Non, 10-14. Oui, 10-14 ou 14-10 plutôt. Je parle de quand c'est 24 heures et plus. Ben là, ça peut être quand même assez pertinent de consulter, puis surtout de tracker certaines choses. Tu sais, ta pression artérielle, ton rythme cardiaque au repos, ton poids, etc., pour voir justement ce qui se passe. Si tu as une perte de poids qui est super rapide et excessive, c'est peut-être le signe que ton jeûne est trop agressif puis tu veux pas être en mode perte de masse musculaire. On veut être en mode perte de gras parce que le corps va aller chercher dans les réserves de gras pour son énergie. C'est sûr qu'au début d'un jeûne, tu perds beaucoup d'eau. 1 gramme de glucides retient 3 grammes d'eau. Fait que souvent, tu sais, moi, je l'ai vécu, là, en 3 jours, j'ai perdu 6,5 livres. C'est énorme, là. C'est énorme parce que, je veux dire, j'ai pas 100 livres à perdre, là, tu sais. C'est pas 6,5 livres de gras. Il y avait du gras là-dedans parce qu'après dans ma deuxième journée, bien, j'ai été épuisée dans mes réserves de gras. Puis la preuve, c'est que depuis, j'ai repris la moitié, peut-être. J'ai peut-être repris 3 livres, tu sais. Fait qu'il y avait le minimum de ça, la moitié, qui était de l'eau, tu sais. Donc oui, ça se peut qu'au début, ta première journée, c'est parce que, mon Dieu, j'ai perdu beaucoup de poids, de chiffres sur la balance, parce qu'on perd beaucoup d'eau au début. Mais si ça se poursuit sur, mettons, dans ta semaine de jeûne intermittent ou quand tu fais 2, 3, 4 jours de suite, ben là, justement, on veut pas non plus perdre du muscle. Et c'est pas supposé. Donc, voilà, un autre petit drapeau rouge. Et chez les femmes, bien, c'est sûr que si tu perds tes règles, tu as un gros déséquilibre hormonal, ça veut dire que ton stress physiologique par le jeûne il est trop important. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de Mindy Pelz parce qu'elle va vraiment aider à quand jeûner selon notre cycle menstruel. Parce que le jeûne, c'est un stress sur le corps. C'est sûr. Fait que si tu es une femme qui est en préménopause, qui a une carrière, qui a des enfants, qui a un conjoint, qui a le stress dans le tapis, jeûner, c'est peut-être pas la bonne chose pour toi. Parce que c'est un stress de plus. Hein? On va travailler d'autres facteurs avant de te rajouter ce stress physiologique-là. Donc, c'est aussi, bien sûr, si tu perds tes règles ou que tu vois qu'il y a un déséquilibre hormonal qui se passe dans ton cycle, ben arrête de jeûner et change peut-être ton approche, tu sais. Donc, tout ça peut être causé par, j'ai déjà dit, des déséquilibres au niveau des électrolytes, parce que, je veux dire, sans que tu sens manger, puis même dans l'eau, puis souvent, ils vont donner, tu sais, dans les centres, là, ça va être de l'eau qui n'a pas de minéraux dedans. Ben, tu sais, mettons que tu n'as pas de sel, tu n'as pas de potassium, tu n'as pas de magnésium, ben, ça peut amener des crampes, puis de l'arythmie, puis de la confusion. Tu sais, je veux dire, les minéraux, les électrolytes, c'est super important pour la santé. Ça peut amener une hypoglycémie qui devient sévère, surtout si, par exemple, tu fais de l'activité intense pendant ton jeûne ou, mettons, les diabétiques, justement, tu sais, que leur insuline, elle se met à être vraiment différente, à réduire beaucoup. Donc, il faut faire attention à ça. Si tu jeûnes prolongé de façon plus longue, trop fréquemment, là, il peut avoir un petit ralentissement métabolique ou un grand ralentissement métabolique. Ça revient un peu à ce que je disais au niveau du OMAD, One Meal a Day. Mais si tu fais ça trop souvent, puis tu changes pas ta façon de jeûner et que tu n'as pas des journées que tu remanges assez et en bonne quantité, puis tous tes repas, bien, le corps il peut s'adapter justement en faisant descendre ses dépenses énergétiques. Donc, ça peut faire un effet yo-yo à long terme, un peu comme les diètes yo-yo, tu sais. Et comme j'ai dit, la fonte musculaire, on veut pas perdre du muscle, mais si ton jeûne est vraiment trop long ou qu'il est pas bien fait, tu sais, éventuellement, le corps, il aura pas le choix d'aller puiser dans les muscles. Surtout si pendant tes périodes que tu manges, avant, après, pendant tes jeûnes intermittents, tu n'as pas assez de protéines, bien, à un moment donné, le corps va aller puiser dans les muscles. Il faut faire attention à ça aussi. Et finalement, ben, l'autre drapeau rouge, c'est, je l'ai expliqué, par rapport à la relation avec la nourriture. Donc, ça peut avoir un effet psychologique qui est plus négatif par rapport à l'obsession, le focus sur le contrôle, l'isolement social, parce que, je veux dire, tous tes amis vont manger ce soir, puis toi, tu jeûnes, avoir de l'anxiété autour de la nourriture. Fait que ça, encore une fois, il faut vraiment être honnête avec soi-même, puis voir on en est où dans notre relation avec le jeûne. Ensuite, on continue. Je suis en feu. Je vois déjà le temps qui avance. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout vous dire. Au pire, je ferai une partie 2 si ça vous intéresse. Là, je vais rentrer un petit peu dans le jeûne chez les femmes parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est, encore une fois, c'est peut-être juste moi puis mon algorithme, là. Mais les femmes ne devraient pas jeûner comme les hommes. Le jeûne, c'est négatif, c'est néfaste pour la santé chez les femmes. Ça cause trop de stress. On a un cycle hormonal qui est blablabla. Donc, dans le livre de Megan, elle, c'est vraiment le guide pour le jeûne intermittent pour les femmes. Mais
elle est vraiment en mode, toutes les femmes devraient jeûner, voici comment, voici plein de façons de le faire, des horaires différentes, etc. Pour quelles raisons, blablabla. Elle explique les hormones et tout. Elle ne fait pas la nuance avec le cycle menstruel, alors que Dr. Mindy Pelz le fait. Donc, nous, on doit jeûner peut-être plus différemment, les femmes, parce qu'on a des hormones qui sont un peu plus sensibles au stress. Surtout si le jeûne il est prolongé ou il est répété trop souvent. Ça fait quoi? Ça active notre cortisol, notre hormone du stress, et ça vient interférer avec notre estrogène, la progestérone et d'autres hormones en lien avec notre glande thyroïde. Fait que ça peut entraîner de la fatigue, ça peut entraîner un trouble du sommeil, ça peut entraîner la perte de règles que j'ai déjà mentionné, ça peut entraîner une prise de poids même, qui est comme, voyons, le jeûne, c'est supposé m'aider à perdre du gras, et finalement, je prends du poids, comment ça? Tu sais, parce que tu as trop de cortisol dans le tapis, puis ton environnement interne n'est pas propice à perdre du gras. Donc, il faut jeûner en respectant notre rythme hormonal, puis pas en allant contre lui. Fait que ça aussi, il y a des nuances, il y a de l'individualité, c'est sûr. Il y a Dr. Stacy Sims aussi qui, elle, a dit que comme le matin, les femmes, on devrait manger un minimum ou boire un minimum de comme 15 grammes de protéines dans la demi-heure qu'on se réveille pour pas justement s'assurer que notre taux de cortisol est trop élevé. Puis il y en a qui sont comme, moi, j'aime ça, m'entraîner à jeun puis déjeuner plus tard puis ça fonctionne bien puis j'ai de l'énergie dans le tapis. Il y a des nuances, encore une fois. Il n'y a pas une seule règle qui fonctionne pour tout le monde. Je le répète parce que c'est important. Mais règle générale, mettons qu'on veut adapter notre jeûne à notre cycle menstruel. Encore une fois, aller lire là-dessus plus en détail, je vais passer rapidement. Notre phase folliculaire, qui est dans le fond du début de nos règles, jour 1, jusqu'à notre ovulation, à peu près jour 14, là, notre estrogène est en hausse, donc on est plus résistante au stress. Fait que là, c'est une bonne période pour faire des jeûnes intermittents de 16-8. Puis je répète, 16-8 ou 14-10 ou 18-6, c'est que tu jeûnes pendant le premier chiffre, le premier nombre d'heures, mettons 16 heures, et tu vas manger pendant une fenêtre de 8 heures. Tu pourrais expérimenter dans cette période-là de ton cycle des jeûnes de 24 heures ou de 36 heures si tu as l'expérience. Donc, work your way up. Fais pas ça dès demain matin. Au niveau de l'ovulation, c'est là que l'estrogène est plus à son pic, puis après ça, ça chute. Donc, le corps devient un peu plus vulnérable. Fait que c'est là qu'on va faire peut-être un 16-8 léger, puis on va privilégier peut-être plus un 14-10. Donc, tu vas peut-être manger à 10 heures ton premier repas ou au lieu de midi. Ou peut-être que tu vas souper un petit peu plus tard ou souper un petit peu plus tôt pour déjeuner un petit peu plus tôt si tu veux un petit boost de nutriments plus tôt dans ta journée le lendemain. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à intégrer plus de glucides, mais des bons glucides, genre des patates douces, des glucides complexes, des courges, etc. Alors que je ne l'ai pas dit, mais dans la première phase de notre cycle, de jour 1 à jour 14 à peu près à notre ovulation, là, on pourrait manger plus en mode genre keto, justement. Là. Tu sais, ça n'a vraiment pas besoin d'être strict keto, là, mais on veut plus de bons gras, on veut plus de protéines, on veut plus... Si on mange des glucides, c'est vraiment des glucides qui sont full de fibres, par exemple des légumes, on garde ça simple. Et après ça, au milieu de notre cycle, on commence tranquillement à intégrer plus de glucides. La phase lutéale, qui est vraiment où est-ce que la progestérone va dominer, le corps a souvent besoin plus de repos. On est plus sensible au stress. Fait qu'on comprend, là, le jeûne trop intense, ça va amener des symptômes PMS un petit peu plus exacerbés, un petit peu plus intenses. Donc, on veut éviter de faire justement keto full strict, on veut éviter de faire des jeûnes prolongés, on va se donner une fenêtre un petit peu plus large. Fait que là, on va peut-être faire du 14-10 ou du 12-12, qui, selon moi, là, puis pas juste moi, là, mais tout ce que je lis puis j'apprends, c'est un minimum, hein? Un minimum, comme oublie le jeûne puis tout ce qu'on jase aujourd'hui, là. J'espère que tu as minimum 12 heures entre ton souper puis ton déjeuner. Tu sais, si tu soupes à 7 heures, tu ne remanges pas jusqu'à 7 heures le lendemain. Tu sais, donne un break à ton système digestif, surtout avant d'aller dormir puis pendant ta nuit. Ça va tellement t'aider avec un paquet d'affaires. Fait que dans cette phase-là, donc deuxième partie du mois, c'est là qu'encore une fois, on va retourner peut-être à du 12-12 ou du 14-10. On va manger vraiment plus nourrissant, tu sais, fait que du zinc, du magnésium, du fer. On va aller chercher nos glucides plus complexes. Moi, souvent, c'est un conseil que je donne à mes clientes, tu sais, la semaine avant tes règles, là, fais-toi une bonne grosse salade de fruits, tu sais, rajoute une petite poignée de riz dans ton souper, fais-toi une patate douce de plus, fais-toi une purée de carottes et patates ensemble, tu sais, va rajouter plus de glucides complexes, ça va t'aider avec tes cravings, entre autres, et ton énergie. Et l'autre chose qui est super importante, au niveau de matcher notre horaire ou notre intention de jeûne avec notre cycle menstruel, c'est la variation. Faut pas jeûner tous les jours de la même manière. Donc, c'est une approche qui doit être cyclique, flexible et hormone-friendly. Il faut que ça matche avec tes hormones.
Donc, varier, faire des jours avec des jeûnes de 16-18 heures, mais fais des jours sans jeûner non plus ou en ayant un 12-12. Fais des jours, 1 ou 2 par mois, que peut-être tu vas faire un 24 heures plus long, mais fais aussi des jours où est-ce que tu vas vraiment te nourrir, t'alimenter plus. Tu vas manger un petit peu plus que d'habitude. C'est ça qui est important. Le corps féminin, il n'aime pas la routine extrême. Trop de jeûne, trop de cortisol, tu ralentis ta thyroïde, tu perturbes ton cycle menstruel. Donc, c'est mieux d'avoir une alternance, avoir encore une fois un métabolisme qui est flexible. Ça va soutenir tes hormones. Fais-toi un petit calendrier. Encore une fois, dans son livre à elle, dans le livre de Megan, il y a plein de petits agendas d'horaires que les gens peuvent essayer, voir qu'est-ce qui fonctionne avec votre vie, vos intérêts, votre horaire, etc. Donc, n'hésitez pas à vous créer votre propre agenda horaire si vous voulez l'essayer. Ensuite, si vous n'avez plus de cycle ou que vous êtes vraiment dans la périménopause, les cycles commencent à changer ou dans la ménopause, on s'entend que ça amène énormément de fluctuations hormonales, encore plus ces périodes-là. Donc, ça revient au même, là, on a plus de sensibilité au stress. Fait comme on est plus sensible au stress, on a l'estrogène qui diminue, on peut continuer à jeûner, mais avec encore plus de flexibilité. On est plus dans des fenêtres modérées de 16-8, 14-10, 12-12. On focalise beaucoup sur notre sommeil, sur notre gestion du stress et on peut soutenir cette période-là avec des plantes adaptogènes ou des suppléments genre du magnésium, de la B6, etc. Entre autres, dans l'épisode avec Véronique Bourbeau, il y a 2 semaines, je crois, en tout cas, il y a pas longtemps, elle nous a parlé de très bonnes façons de soutenir nos hormones pendant la périménopause et la ménopause. Une fois qu'on est en ménopause, nos symptômes diminuent. Des fois, c'est assez rapidement. Des fois, ça prend quelques années, même après la ménopause, avant que nos hormones se restabilisent puis que les symptômes diminuent. Mais là, tu peux retrouver un petit peu plus de liberté avec le jeûne. Fait que souvent, les femmes de 65 ans, 70 ans, ils recommencent à utiliser le jeûne ou ils commencent à utiliser le jeûne comme outil vraiment puissant pour réduire leur graisse abdominale, améliorer leur énergie, au niveau de la cognition du cerveau qu'on a déjà parlé aussi, réduire l'inflammation. Fait que ça peut être super pertinent une fois que les hormones ont restabilisé à ces âges-là. Fait que commencez doucement avec ça, écoutez les signaux de votre corps, ajoutez des carb days ou des jours de réalimentation, soutenez vos hormones, vos glandes surrénales, votre thyroïde. On veut pas être en mode burn-out, stress, etc. On jeûne pas non plus en mode punition, Ça aussi, là, chez les femmes, au niveau de la relation avec la nutrition, on n'est pas en mode genre, j'ai engraissé, j'ai pris du livre, donc je vais me punir, je vais arrêter de manger. On doit associer le jeûne à quelque chose qui est vraiment, je fais ça pour moi, parce que je m'aime, parce que c'est une modalité pour m'aider à guérir, tu sais, et que ça me supporte. Et non parce que j'ai mal fait mes affaires, puis je mérite, ou plutôt je mérite cette punition, là, tu sais, de voilà. Fait que ça, c'est plus pour les femmes. Et rapidement aussi, tu sais, je parlais tantôt le jeûne. Bon, c'est revenu un peu à la mode là, depuis 2010, tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est super ancestral, en fait, là, qui existe dans plein de traditions spirituelles, religieuses, culturelles, qui est vraiment une pratique universelle là, depuis vraiment longtemps, genre des millénaires. Il y en a qui vont voir ça vraiment comme des genres de rituels de purification, de recentrage, de dévotion, like devotion, ça se dit en français, dévotion, ouais, sûrement, tout ça. Tu sais, entre autres, le ramadan, qui est probablement le plus connu mondialement, où est-ce que, au niveau de l'islam, les gens vont jeûner du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pendant 1 mois entier. Ils fument pas, ils mangent pas, ils ont pas de sexe, ils boivent pas. Puis c'est vraiment dans l'objectif de se purifier, l'autodiscipline, etc., de se recentrer spirituellement. Puis quand le soleil est couché, là, ils vont partager un beau gros repas, tout le monde ensemble, tu sais. Donc, ça existe au niveau du judaïsme aussi, le carême, je veux dire, période de 40 jours, je pense, là, de restriction avant Pâques. Souvent, on va dire le vendredi saint, on jeûne ou on mange pas de viande, tu sais. Donc, ça, c'est des traditions religieuses qui datent de vraiment longtemps. Au niveau du bouddhisme, les moines bouddhistes mangent souvent, là, juste 1 fois par jour. Ils vont manger avant midi. C'est pas nécessairement un jeûne qui est absolu parce qu'ils ont quand même un repas par jour, mais eux, ça les aide à avoir une clarté mentale, à rester dans leur pleine conscience, à se détacher aussi de nos addictions un peu à la nourriture. Puis, tu sais, il y a plein d'autres exemples, là. Je faisais des recherches là-dessus, tu sais, entre autres au niveau de certaines spiritualités, croyances africaines, amérindiennes. Il y a certaines écoles philosophiques, on pense à Pythagore, Platon, Socrate, qu'eux pratiquaient le jeûne pour développer justement leur concentration, la pensée claire, tu sais. Fait que ça date de vraiment longtemps.
sais. C'est pas une mode, le jeûne. Tu sais, c'est vraiment une tradition qui est humaine, qui est ancrée, enracinée dans presque toutes les cultures du monde, tu sais. Puis que peu importe la raison pourquoi tu voudrais le faire, spirituel, thérapeutique, philosophique, ben c'est un moyen de se connecter à soi, puis de se connecter à quelque chose de plus grand aussi, tu sais. Donc voilà. Fait que là, bon, ben je vais vous raconter rapidement mon expérience personnelle récente. Dans le fond, si je back up un petit peu, moi, écoute, en 2020, j'avais fait un programme alimentaire avec Brad que j'ai déjà eu sur le podcast. Puis, lui, il voulait tranquillement m'aider à introduire le jeûne alimentaire. Puis, on avait décidé qu'une journée par semaine, la journée que j'avais pas d'entraînement, que j'allais faire un 16-8. Donc, j'attendais 16 heures après mon souper avant de prendre mon déjeuner. Et je me souviens à quel point ça me stressait, guys, là. Genre, je me disais, mon Dieu, OK, ben là, si je peux commencer juste à manger à 10 heures le matin, mais que là, je coach, ou que je suis au gym, ou que genre j'ai des clientes, puis que là je suis en déplacement, puis tout à coup j'ai genre une chute de pression puis une chute d'énergie, fait que là je mangeais genre avant, mettons, à 14-15 heures, puis j'avais eu des grosses conversations avec lui, puis il était comme, ben c'est pas stressé de même, c'est chill, là, on fera pas ça, tu sais. Fait qu'à ce temps-là, j'étais vraiment pas prête à jeûner, puis à essayer un 16-8, tu sais. Parce que, encore une fois, j'avais une relation avec la nourriture qui était comme, il faut que je mange dès que je me lève. Puis si jamais j'ai faim, ben je filerais pas, tu sais. Puis moi, m'entraîner à jeun, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans et plus, là. Jamais j'aurais dit que c'est quelque chose que j'aurais fait dans le futur. Puis non seulement que j'aurais fait, mais que j'aurais aimé, puis que j'aurais apprécié, tu sais. Et maintenant, la plupart du temps, pas le jiu-jitsu, parce que au jiu-jitsu, je m'entraîne à midi ou le soir, mais mes workouts matinaux au gym, là, presque mon Dieu, il faudrait que je calcule, là. Mais bref, la grande majorité, j'ai fait à jeun maintenant, tu sais. Et j'adore ça. Mais il y a 5 ans, tu m'aurais dit ça, puis je t'aurais pas cru, tu sais. Donc, ça a commencé comme ça. Puis là, avec le temps, les études, les recherches, les expérimentations que j'ai faites sur moi, de commencer à faire des protocoles de détox du foie que je fais 2-3 fois par année depuis à peu près là, 2020. Puis que dans le protocole, ben t'as comme un 24 heures que tu manges pas. C'est pas un vrai jeûne en soi, parce que le soir, tu prends comme de l'huile d'olive puis du jus de pamplemousse, fait que t'as quand même des calories, là, mais tu sais, ça m'a aidé à faire comme, hey, je mourrais pas, tu sais. Puis une chose qu'on a peur, je pense, en tant qu'humain, c'est d'avoir faim. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que le plus longtemps que tu manges pas, le plus que tu vas avoir faim. Tes hormones de faim, là, ils vont, oui, s'activer puis monter, tu vas sentir ton estomac gargouiller, tout ça, mais ce qui est cool, là, c'est que ça diminue après, même si tu manges pas. Fait que je pense que moi, et peut-être plusieurs d'entre vous, on avait ça comme peur, de comme, mon Dieu, si j'ai faim, après 6 heures de ne pas avoir mangé, ça va être de pire en pire. Je vais avoir de plus en plus faim, je vais me sentir de plus en plus faible, alors que ce n'est pas le cas. Ton hormone de la faim, là, qui fait gargouiller ton estomac, elle redescend. Tu as peut-être déjà vécu, là, t'as full faim pour ton lunch, là, genre à 11 heures, tu t'auto-manges, ton estomac a crié, tu peux plus, genre. Puis là, ben, tu deviens super occupé, tu tombes dans un meeting, puis là, finalement, il est rendu 3 heures, puis t'es comme, hey, j'ai pas dîné, finalement, j'ai pas si faim que ça. Ma faim est partie. Donc, ça m'a vraiment aidé faire ces protocoles de nettoyage de foie-là où est-ce que je mangeais presque pas, en fait, à part mon fameux cocktail d'huile d'olive dégueulasse, à faire comme, hey, attends une minute, oui, j'ai faim là, puis je mangerais, tu sais, puis c'est un peu inconfortable, mais ça passe. Fait que tranquillement, j'ai commencé à faire des 16-8, pas à tous les jours, puis pas de façon genre stricte, puis comme, non, mais de temps en temps. Puis à l'essayer de m'entraîner à jeun, puis dans les dernières années, j'ai développé ça et à quel point ça a aidé ma relation avec la nourriture parce que d'avoir cette flexibilité-là métabolique-là, de pas paniquer parce que comme, oh mon Dieu, j'ai pas déjeuné ce matin, je vais-tu avoir de l'énergie pour mon workout? Je vais-tu me mettre à être étourdie, à avoir mal à la tête si genre, je peux juste manger dans 2 heures? Puis demander-le à certaines de mes amies avec qui j'ai voyagé il y a longtemps, là. Mettons, je me souviens, on était dans un resort à Cuba, genre quand j'avais 20 ans avec mon ami Kim, mon ami Laurie, puis eux, ils se levaient toujours super tard. Fait que moi, je les attendais, genre, pour aller déjeuner. Là, j'aurais juste dû y aller, là, mais avec le recul. Mais bon, c'est pas ça le point de l'histoire. Puis, ils savaient, là, Chloé est hangry, puis genre, elle file pas, puis comme, il faut qu'elle mange, tu sais. Alors que là, je me lève, puis des fois, j'ai faim quand je me lève, là, genre, à 6h30 ou 6h, puis je suis comme, ah ouais, mon ventre gargouille un petit peu, tu sais. Parce que j'ai soupé, genre, tôt la veille, genre, à 5-6 heures, puis là, tu sais, je pourrais manger. Mais finalement, ça passe, puis je vais prendre comme un bon déjeuner équilibré plus tard, tu sais, à 8h, à 9h, à 10h. Et c'est pas la fin du monde, je file bien, même que je préfère ça maintenant pour m'entraîner parce que je trouve que mon énergie est plus stable et je suis moins dépendante de la nourriture. J'ai cette certitude-là dans mon mental et dans mon corps que I will be okay, je ne vais pas mourir.
C'est vraiment chill si je prends pas de collation, tu sais. C'est vraiment correct si on soupe plus tard, tu sais. Mon corps, il est habitué. Fait que ça fait vraiment du bien, oui, physiquement, mais aussi mentalement. Et là, ça faisait longtemps que je me disais que je voulais essayer un plus que 24 heures, un 36 heures ou même un 3 jours. Tu sais, je pense que 3 jours, c'est quand même hot, là, parce que justement, après ta deuxième journée, tu pognes comme le petit down là, de la deuxième journée avec les transferts, transformations, ajustements qui se font dans ton corps, comme j'ai déjà expliqué. Là, c'est comme j'aimerais ça vivre, c'est quoi on the other side of it. Fait que ça faisait un petit bout que ça me travaillait un peu l'esprit. Et là, demandez, vous recevrez, hein. J'ai gagné un séjour de 3 jours au Centre Val Santé à Rawdon au congrès Rhythma en octobre dernier, où est-ce que j'avais l'option de faire le jeûne juste avec de l'eau ou la cure de jus. Moi, j'ai choisi la cure de jus parce que, la raison principale, c'est que moi, genre des petits jus santé de fruits puis de légumes fraîchement extractés puis pressés, ça met vraiment beaucoup de joie dans mon cœur. Puis je me disais... Au moins, tu sais, comme je vais avoir mes 3 petits jus par jour. C'est ma première fois que je m'en vais dans un centre comme ça pour vraiment faire ça. Je trouve que c'est une belle introduction. Puis la naturopathe au téléphone, elle m'a dit « Check, Claudia, si t'as pas de problème de santé puis t'es en très bonne santé, les bénéfices que tu vas avoir avec la cure de jus vont être équivalents que le jeûne à l'eau. » Quelqu'un, encore une fois, qui a une maladie puis tout, là, oui, on irait vraiment dans un jeûne seulement à l'eau pour justement pas avoir ces petits peu de calories-là, pas avoir ces petits pics d'insuline les 3 fois que tu prends ton jus. Mais si toi, tu n'as aucun symptôme et tu vas super bien, tu es en top shape, tu vas avoir des super bons bénéfices de faire la cure de jus. Fait que j'ai fait la cure de jus. Puis vous irez voir leur site, là, c'est vraiment une maison de repos, là. Les gens, ils vont là pour jeûner, pour se reposer. À chaque matin, tu as ton suivi avec la naturopathe où est-ce qu'elle prend justement ton pouls, ta pression artérielle, tes symptômes, comment la nuit a été, comment tu vas, etc. Et tu peux faire des jeûnes de 3 jours, de 7 jours, de 2 semaines. Et tu fais aussi ta réalimentation là. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivée le lundi midi et à 1h, j'avais mon premier petit jus et il y avait 4 autres personnes, eux, ils finissaient leur jeûne. Donc, ça faisait 7 jours qu'ils étaient en jeûne à l'eau et là, ils prenaient leur premier jus de réalimentation. Le lendemain, ils restaient toute la journée pour se réalimenter doucement avec le jus puis après ça, ils retournaient à la maison, tu sais. Donc, j'ai adoré mon expérience. En plus, le site est super beau. Il te donne plein d'indications, en fait. Genre, tu sais, si tu te laves, c'est juste avec le savon bio. Même brosser les dents, c'est pas full recommandé quand tu fais des jeûnes à l'eau. Tu y vas doucement parce que les dents, les gencives peuvent être un peu plus sensibles. Tu vas avoir aucun produit chimique sur toi. Fait que pas de crème, pas de déodorant. Il y a beaucoup d'élimination de toxines, de déchets qui se fait par la peau, bien sûr, par la laine, par notre respiration. Donc, la fille a dit au début, comme, inquiète-toi pas, tout le monde pue ici, là, tu sais. Donc, tu veux pas bloquer, hein, c'est avec du déodorant, par exemple, tu sais, ou avec de la pâte à dents plein de fluor, là. Donc, t'es vraiment en mode, genre, relax, zen, nature. Chaque personne a sa chambre qui est super confortable. Il y a un beau terrain dehors autour d'un lac, mais tu recommande de, comme, pas trop marcher, pas trop dépenser ton énergie. T'es vraiment là pour te reposer, même cognitivement. Genre, tu peux lire des livres, mais tu te reposes, bref. Puis, moi, ce que j'ai adoré le plus, en fait, ça a été vraiment la rencontre des gens qui étaient là, de voir leur histoire avec le jeûne, les raisons surtout pourquoi ils jeûnaient. Il y avait l'archevêque de Montréal qui était là, monsieur le prêtre, qui, lui, en était à son 14e jeûne. Il fait toujours des jeûnes de 7 à 10 jours. Et lui, il est là parce que c'est sa façon de prier à Dieu, puis de se connecter, puis de s'abandonner à l'au-delà, en fait. Puis quand il a commencé à faire ça pour des raisons spirituelles, il s'est rendu compte que physiquement, my God, que ça lui faisait du bien aussi. Tu sais, il était comme à mon âge, là, il dit, tous les hommes, ils prennent des pilules pour ci, pour ça. Il dit, moi, je prends aucune pilule, j'ai aucune médication, aucun problème de santé, tu sais. Il y a une femme qui était là aussi, que j'ai brièvement mentionnée. Elle était arthrose sévère, marchait avec sa canne. Elle a eu une diagnostic de cancer de l'utérus. Il voulait l'opérer, puis elle a dit, attendez, je vais aller jeûner, je veux commencer par ça, voir. Et ça l'a littéralement guéri. Donc, elle jeûne, elle aussi, 1 fois par année, de façon régulière, en guise de guérison et de prévention. Il y en a qui sont là, plus jeunes. J'ai rencontré un gars, lui, il avait déjà fait un jeûne de 42 jours au Mexique. C'est vraiment intense, là. Je recommanderais peut-être pas ça. Mais lui était là parce que c'est aussi quelque chose qu'il fait de façon assez régulière, 1 fois par année, 1 fois par 2 ans, des jeûnes plus longs, tu sais. Donc, il y avait plusieurs personnes âgées, 65 ans, 70 ans, 75 ans, que ça leur aide avec leur santé,
santé, à renverser des troubles de santé qu'ils ont eu dans leur jeunesse ou un petit peu plus tard dans leur vie ou avec lesquels ils vivent encore. Tu sais, il y avait une femme qui était là, elle était cancer stade 4. Finalement, elle est partie un peu plus tôt parce que ça y a amené beaucoup de douleurs. Il y avait une fille qui, elle aussi, c'était sa première expérience, un jeûne de 3 jours. Elle a eu des grosses douleurs musculaires, tu sais. Donc, moi, c'est ce que j'ai aimé beaucoup, tu sais, de vraiment connecter avec les gens, de leur parler. C'est sûr qu'il y a des moments dans la journée où est-ce que tout le monde est dans sa chambre ou dehors en silence parce que les gens se reposent, mais les 3 petits jus qu'on avait à 9h, 1h, 5h, puis c'est des petits jus, genre t'as comme une tasse, là, genre à peine. Faut que tu les prennes à la cuillère pendant 20 minutes. Fait qu'il faut vraiment que tu les prennes lentement. Fait que ça donnait la table à des belles conversations avec les autres jeûneurs qui avaient des petits jus. Et il y avait des jeûneurs vraiment à l'eau que j'ai à peine vu, hein, parce qu'eux, ils restent dans leur chambre, peut-être qu'ils filent moins bien, ils doivent vraiment faire un repos complet, total. Fait que c'est vraiment cool comme concept. C'est super d'avoir cet environnement-là, parce que, tu sais, faire ton premier jeûne de 3 jours quand t'es chez toi, que t'es en mode go, actif, tu peux pas vraiment te reposer, t'as de la bouffe dans tes garde-manger, t'as ta famille qui mange à côté de toi, mais c'est sûr que ça va être plus difficile, tu sais. Donc, je pense que ça peut être une belle opportunité, si vous voulez l'essayer, d'être là. Vous êtes suivis, en plus, par les naturaux. On avait une conférence à chaque jour aussi, fait que t'apprends différentes choses. Puis encore une fois, moi, je voulais attendre d'y aller durant l'été, fait qu'il faisait soleil, je me suis étendue au soleil 2 jours, tu sais, puis bon, ils disent que t'es pas supposé avoir trop froid ou trop chaud quand tu jeûnes, mais moi, je tolère très bien la chaleur, fait que moi, j'étais chill d'être au soleil, tu sais. Fait que, personnellement, moi, j'ai pas eu vraiment de gros symptômes parce qu'effectivement, tu sais, j'ai fait juste 3 jours. Ben, je dis pas juste dans le sens que c'est rien 3 jours, c'est quand même long, là. Mais dans le sens que, tu sais, peut-être que 7 jours, 10 jours, ça aurait peut-être été plus difficile. Mais, encore une fois, tu ressens la faim, sauf que la faim, elle part. Il y avait la bouche, bien sûr, comme l'haleine, la bouche. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme sensation. Mon cœur, définitivement, je le sentais battre plus fort, surtout le matin. Donc, matin 2, matin 3, quand je me réveillais, mon cœur battait plus fort. Moi, j'ai une fréquence cardiaque qui est très basse, là. J'ai un cœur d'athlète, là. Fait que, tu sais, ma fréquence au repos, elle a monté juste à 68, là, qui est quand même très bas. Mais, tu sais, il y a une fille qui était là, elle a commencé à 55, puis déjà, le deuxième matin, elle était déjà à 80, tu sais. Ma pression artérielle, elle a diminué. J'étais genre à 120 sur, je sais pas combien, là, genre la normale, là, pile poil dedans. Puis, tu vois, mon 3e matin avant de partir, ma pression était descendue à 97 sur 70. Fait que, tu sais, ça, j'ai trouvé ça cool, parce que moi, j'aime ça faire des expérimentations sur moi-même, là. J'ai trouvé ça cool d'observer et de ressentir. Et moi, mon corps, Claudia, dans l'état qu'il est, dans la santé qu'il est en ce moment, ben comment il réagit avec cette cure-là. OK, tu prends genre 200 calories par jour max, là, des petits jus, genre en mode liquide qui se digère vite, là, tu sais. Fait que j'ai beaucoup aimé l'expérience. Et il offre des soins aussi. Fait que j'ai aussi un massage pendant que j'étais là pour aider encore une fois à faire circuler tout ça. Fait que non, vraiment cool. Super reconnaissante d'avoir gagné ce prix-là, d'avoir eu des belles conversations avec les gens, de l'avoir vécu pour moi-même. Puis après ça, ben c'est ça, je suis plongée dans encore plus de livres là-dessus sur le sujet. Et c'est quelque chose que je veux trouver, moi, personnellement, de continuer à faire. Donc oui, je veux continuer à faire mes liver flush 2 fois par année, au printemps puis à l'automne, avec les équinoxes, parce que c'est quelque chose que pour moi, je trouve qui fonctionne super bien. Mais moi, j'aimerais ça intégrer, tu sais, par exemple, une journée par mois où est-ce que je bois juste du liquide. Donc, c'est un jeûne faux avec peut-être une tisane, un petit jus le matin, puis peut-être un bouillon de légumes, tu sais, juste pour continuer à donner un break à mon système digestif. Le 16-8, ce genre de jeûne intermittent-là, c'est quelque chose que je fais de façon assez régulière. Habituellement, c'est ça, je vais essayer de suivre mon cycle menstruel aussi un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose que je veux continuer d'intégrer. Et j'y vais vraiment dans l'écoute de moi. Tu sais, je me mets pas des barrières super strictes rigides. J'ai été là-dedans dans le passé. Ça m'a causé des troubles alimentaires, donc je veux plus être là-dedans. Mais je trouve ça quand même pertinent d'intégrer à mon rythme, de ma façon, ce genre de protocole-là, plus court, intermittent, ou des expériences comme ça que j'ai vécues ma première 3 jours de suite, que je peux adapter, encore une fois, selon ma santé, puis peut-être intégrer des petits jus puis du bouillon d'os, là. Ou éventuellement d'en faire vraiment un au complet, juste à l'eau, voir qu'est-ce que ça ferait comme différence, tu sais. Et la dernière chose que je veux partager, c'est que faut pas sous-estimer la phase de reconstruction post-jeûne ou post-cure. On parle de jeûne de probablement 3 jours et plus. C'est sûr que si tu fais des jeûnes de 24 heures, ben tu peux probablement, sans grand problème, recommencer à manger normalement par la suite.
Tu sais, par exemple, tu soupes le soir à 6 heures, tu manges pas, tu fais ton jeûne de 24 heures, tu soupes le lendemain à 6 heures, ben t'as pas vraiment besoin de changer la composition de ton souper, là. Ça devrait aller de manger un repas, bien sûr, qui est sain, là, peut-être pas du McDo, mais avec tes bonnes protéines, tes bonnes fibres, tes bons glucides complexes, tes bons gras, etc., tu sais. Par contre, un jeûne de 3 jours ou, mettons, 5, 7, 10 jours, ben la phase de reconstruction doit être aussi longue minimalement que ta phase de cure ou de jeûne. Et je lisais dans les documents, ils te fournissent genre des protocoles pour te réalimenter, pour t'assurer que ton corps, il n'y ait pas comme un méga choc, des douleurs digestives, puis que tu le fasses vraiment de façon, encore une fois, saine, là, sécuritaire. Puis je disais que comme souvent, les gens, ils vont trouver le après plus dur que le jeûne en soi. Puis j'étais comme, ah ouais, c'est bizarre, tu sais, pourtant, tu retournes chez toi, puis t'es content de remanger, puis tout. Mais non, moi aussi, j'étais comme, oh my God, OK. Fait que je suis revenue jeudi, puis ils te donnent des petits fruits pour la route, genre. Fait que là, je prends mon dernier petit jus le matin avec les gens, je leur dis bye, merci, tout ça. Mais là, c'est pas parce que tu reconduis puis tu retournes chez toi puis que ton jeûne est fini que tout d'un coup, ton corps est de retour à la normale avec plein d'énergie, là. Ça fait quand même 72 heures que t'as pas mangé, là. Puis il y a quand même une période où est-ce que tu dois tranquillement te réalimenter, tu sais, puis refaire tes réserves d'énergie, puis reconstruire ton corps pour le préparer, entre autres, à l'entraînement, dans mon cas, tu sais. Fait que genre, ça, j'ai trouvé ça dur parce que, encore une fois, tu reviens chez toi. Ben, en tout cas, moi, je suis revenue chez moi. J'avais fait une détox digitale aussi, fait que j'avais pas ouvert... j'avais mon téléphone sur mode avion. J'avais écouté genre de la musique, des podcasts que j'avais déjà téléchargé avant, mais j'avais pas utilisé mon téléphone pour rien d'autre. J'avais aucun courriel, aucun message. Fait que là, bon, t'arrives chez toi, là, t'es comme, OK, là, ils te donnent des fruits. Fait que, OK, à midi, tu commences à manger ton premier aliment solide depuis 72 heures, qui était des raisins. Fait que là, t'es en mode, OK, ben, je vais rattraper mes messages, je vais travailler un petit peu, je vais aller faire mon épicerie, tu sais. T'as comme super faim, mais pas tant en même temps, parce que ça fait 3 jours que tu t'habitues à avoir faim, mais à le tolérer. Puis c'est vraiment de la vraie faim dans le fond. C'est super important que tu te repitches pas dans la bouffe. En même temps, ton mental puis ton corps sont comme, je veux pas non plus me repitcher dans la bouffe. Fait que j'ai faim, mais je veux être super attentive à ce que je mange parce que je veux pas défaire ce que je viens de faire. Puis de toute façon, ça peut être dangereux anyway de recommencer à manger n'importe quoi. Même chose pour genre les suppléments. Je suis comme, là, je recommencerai pas à prendre mes suppléments tout de suite. Je vais attendre pour pas stresser mon corps. Je suis sortie de la douche, genre, le jeudi, puis j'étais comme, ben là, je me mettrai pas de crème hydratante. J'en ai-tu vraiment besoin? Je peux quand même continuer à donner un break à mon corps de l'absorption de différentes choses, même si tous les produits que j'utilise, c'est des produits naturels, sans chimiques puis tout, tu sais. Fait que t'es comme dans cette espèce de weird état mental que comme c'est genre un mental game, tu sais, t'essaies de figure it out. Puis là, moi, il y a eu l'aspect mental un peu de comme, ben là, c'est pas juste, je vais recommencer à manger normal. J'ai faim, j'ai pas de douleur, tout va bien. Je sais que je pourrais manger un repas normal, équilibré. Mais en même temps, tu sais aussi que ta digestion est peut-être pas prête à ça. Fait qu'il faut que tu te paces. En tout cas, le lendemain, j'étais comme, je vais aller au jiu-jitsu. Oh my God! Je me pointe parce que t'as de l'énergie puis t'es super sharp mentalement, là. Fait que c'est ça qui est weird, tu sais. Sauf que t'as pas reconstruit tes blocs à l'intérieur de toi de musculation puis de force puis de, tu sais, pour des entraînements intenses. Fait que là, je me pointe au jiu-jitsu puis là, je dis à mon professeur, genre, je suis là, je suis pas supposée faire d'entraînement intense pour un autre 5 jours, mais je voulais pas manquer. Fait que je vais faire la section technique puis la section combat roulé, mais je vais peut-être juste regarder, tu sais. Puis là, comme de fait, les dernières 20 minutes, je m'assois puis j'apprends en regardant, tu sais, je roule pas parce que c'est la partie vraiment intense. Et là, je baille ma vie, man, je baille au corneille. Je suis comme, my God, juste d'avoir fait la partie technique, ça m'a tellement fatiguée, clairement, comme je suis encore en mode rebuilding. Sauf que t'as quand même l'énergie puis tu veux quand même bouger. Fait que ça, j'ai trouvé ça bizarre. Là, c'est ça, le vendredi soir, j'ai comme réintroduit quelque chose dans mon alimentation un petit peu trop vite parce que j'avais hâte de manger des protéines animales. Fait que là, le lendemain, oups, mes selles, genre, OK, clairement, par la couleur puis par la forme, ça me dit que j'ai été un petit peu trop vite. Bon, réajuste durant la journée, mange plus de ci, mange moins de ça. Là, le lendemain, c'est comme, oh non, là, c'est un peu plus difficile d'aller à la selle. Fait que là, ça comme, faut pas trop que tu manges vite parce que ça va boucher, tu sais. Fait que il y a tout ça qui est quand même fascinant, mais que j'ai trouvé quand même difficile. Plus que genre, tu manges pas, puis tu prends tes 3 petits jus, puis tu figure it out, là, tu sais. Mais après ce 3 jours, je suis revenue jeudi midi. Donc, jeudi, vendredi, samedi. À partir de dimanche, mettons lundi, là, péter le feu, là, comme... J'ai toujours de l'énergie, moi, dans la vie, là. Mais honnêtement, toute la semaine, ça, c'était la semaine passée. Ouais, toute la semaine. Ou là, 2 semaines. En tout cas, je suis mêlée dans mes jours, là. C'est ça qui arrive durant l'hiver. Durant l'hiver. Non, pas durant l'hiver, durant l'été. Genre,
pète le feu, j'étais focusée, productive, debout full tôt le matin, dehors en train de travailler, puis je travaille sur 2 méga gros projets behind the scenes en ce moment avec Karmakin, là, puis avec mon autre projet business, comme super efficace, sharp, je m'entraînais 2 fois par jour, j'avais de l'énergie, j'allais marcher, faire mes commissions, monter sur mon vélo, sur mon paddleboard, booker des meetings dans la minute, faire les programmes, genre clear, là, comme wow, genre j'étais comme mon Dieu, si chaque journée de ma vie pourrait être comme ça serait donc bien awesome, tu sais. Puis je suis pas loin de ça, mais même quand je fais ce genre de protocole-là, même si j'ai une bonne santé, my God que je vois la différence, c'est que je me dis, imaginez les gens qui ont des gros symptômes puis qui ont pas une santé optimale au quotidien, à quel point ça doit tellement les aider de faire ce genre de protocole-là, tu sais. Puis aussi, j'ai eu mes règles, puis comme, encore une fois, j'ai des règles super faciles, moi, dans la vie, mais j'ai toujours des petits symptômes très subtils que je peux quand même identifier, tu sais. Mettons, oups, mon énergie est un petit peu plus basse la journée d'avant, ou, tu sais, jour 2, je vais peut-être être comme, ah, c'est pas des crampes que j'ai, mais tu sais, je sens dans mon ventre, là, que j'étais un petit peu bloated, là, tu sais, puis souvent, jour 2, ben je vais pas aller au jiu-jitsu, puis je vais pas aller faire de gros entraînements, je vais juste faire des moments mouvements. Puis là, genre, mes règles sont arrivées. J'étais comme, ah, ben oui, c'est vrai, je suis supposée. Je suis rendue à jour 29. OK, cool. Ça commence aujourd'hui. Super smooth. Aucun symptôme. J'étais allée au jiu-jitsu jour 2. Workout au gym jour 3. Genre, c'était incroyable. Fait que je trouve ça vraiment hot. Et bien sûr, ce cleanse-là, cette cure-là, je sais que ça m'a aidé. Puis c'est comme le rebound après la phase de rebuilding, tu sais, que pour moi, en fait, encore une fois, c'est toute mon expérience personnelle, là. Je veux dire, les gens que j'ai rencontrés, là, il y en a, là, ça allait pas bien, là. Il y avait bien plus des gros symptômes que moi, puis il y avait une santé beaucoup plus difficile que moi, plus âgée, plus de problématiques, plus d'antécédents. Of course, je vous partage encore une fois mon expérience personnelle. Mais dans les différentes recherches et surtout les livres que j'ai lus, que je vous ai proposés, il y a beaucoup d'études de cas des gens qui parlent de leur success story avec différents types de jeûnes. Fait que je vais arrêter là. C'est un long épisode, je le sais. Habituellement, je suis plus autour de 50 minutes. Mais là, je voulais continuer. Je voulais prendre le temps de vous parler de mon expérience personnelle. Encore une fois, parce que j'aime vous parler des outils, des livres, des auteurs, des centres que je découvre, que je fais sur moi. Et juste écoute dans ton corps en ce moment. Pas parce que je l'ai dit que tu dois le faire. Mais si dans ton corps, en ce moment, ça pique ta curiosité, tu as envie d'en savoir plus, ça résonne, il y a comme un petit quelque chose qui dit « Ouais, j'aimerais peut-être ça, essayer un 16-8 quelques jours. » Ou « Ouais, après avoir eu, mettons, mes règles cette semaine, ben mon premier 14 jours dans mon cycle, je vais l'essayer de manger un petit peu plus élevé en gras puis en protéines, puis un petit peu plus faible en glucides, voir comment je me sens au niveau de mon énergie. Puis ouais, je vais peut-être regarder ça pour me faire une journée par mois, ou est-ce que je vais juste prendre du liquide durant la journée? Je mangerai pas d'aliments solides pour donner un break à mon système digestif. Je vais peut-être m'informer pour aller faire une cure au centre Val Santé ou ailleurs, hein, il y en a plein d'autres, ou je vais peut-être engager une naturopathe qui puisse m'aider à voir comment intégrer ça, ou je vais peut-être aller m'acheter Fast Like a Girl avec Mindy Pelz, puis je vais l'essayer, tu sais. Puis ça te parle pas pantoute, retiens 12-12, OK? Donne un break entre ton souper et ton déjeuner à ton corps, à ton système digestif. Mange près de la nature le plus possible, des aliments qui sont entiers, qui ont une courte liste d'ingrédients. Fais tes recherches sur le sucre, l'insuline, la résistance à l'insuline, diabète, parce que c'est vraiment flagrant comme cause principale de plein de maladies, tu sais. Et encore une fois, vas-y avec toi, tes ressources, tes professionnels de la santé, ton individualité. Mais je trouvais ça quand même très pertinent de faire une conversation au complet sur le jeûne intermittent, jeûne thérapeutique, mon expérience personnelle, parce que oui, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. J'avais fait un Facebook Live il y a quelques années sur le sujet, puis honnêtement, je pense que je les réécouterais, puis qu'il y aurait des choses que j'ai changé d'avis depuis, tu sais. Fait que ça aussi, hein, un rappel que tu as le droit de changer d'avis, là, tu as le droit de croire quelque chose, puis avant, on était comme, non, la collation du matin puis la collation d'après-midi, genre, c'est obligatoire, tu sais, puis maintenant, je suis comme, non, j'ai plus tendance à dire, là, 3 bons repas équilibrés, complets par jour versus grignoter, snacker toute la journée, c'est peut-être mieux finalement, tu sais. Fait que la nutrition, c'est ça, hein, c'est nuancé, c'est complexe, c'est fascinant. Puis bon, faut toujours se souvenir des bases puis de la fondation, puis après ça, ben, on essaie des trucs sur soi-même, on se fait accompagner et on ressent dans notre corps qu'est-ce qui nous fait le plus de bien. Donc voilà, si vous avez des questions, commentaires, faites-moi signe. Je vous laisse avec le quote de la conversation awesome d'aujourd'hui qui vient de... Oh, j'ai oublié de noter, mais c'est quelqu'un qui est famous. Attends, je vais regarder. Je l'avais noté.
C'était-tu Hippocrate? En tout cas, c'est le repos, le jeûne et la nature sont les 3 grands médecins de l'homme. Puis il y a eu d'autres proverbes ou d'autres mantras qui ont été déviés de ça, là, mais le repos, le jeûne et la nature, c'est vraiment 3 choses qui peuvent vraiment nous guérir, qui peuvent agir en tant que médecin pour l'humain. Donc, à ne pas négliger ce temps de repos-là, ce temps de break digestif-là et bien sûr ce temps en nature-là. Donc, c'est ce que je vous souhaite pour les prochaines journées. Merci d'avoir été à l'écoute de son long podcast et on se revoit, ou plutôt on se réentend la semaine prochaine.